Bonjour et bienvenue sur Student Talk, le podcast où l'on explore les sujets qui nous touchent, nous les étudiants, au quotidien. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est les étudiants ayant réalisé un stage à l'étranger. Et pour ça, aujourd'hui, on a un nouvel invité. Je te laisse te présenter, Clément. Eh bien, bonjour, je m'appelle Clément, comme tu l'as dit. J'ai été à la licence professionnelle du management du tourisme international à Cergy et je suis un étudiant qui est parti en Islande pour son stage et aujourd'hui je suis installé là-bas. Ok, c'est super. On va pouvoir commencer. Tu pourras nous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. C'est parti. Comment est-ce que tu as choisi ta destination pour ton stage ? Alors au début, il faut savoir que moi je voulais viser un peu comme les élèves de ma classe, c'était plutôt aller à l'autre bout du monde, en Océanie, plutôt vers la Nouvelle-Zélande, Australie. Après de nombreuses candidatures spontanées sans aucune réussite, j'ai décidé de me rapprocher vers l'Europe et j'ai voulu attaquer sur les pays nordiques et je suis parti sur l'Islande. À la base, je voulais faire de la réception en Océanie, puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je me réoriente parce que j'avais fait beaucoup de réception en stage, en expérience auparavant, et j'ai décidé de partir en agence de voyage, donc de trouver de manière spontanée, toujours sans piston ou quoi, un stage en agence de voyage, et j'ai trouvé en Islande. D'accord. Après de nombreux échanges, etc. D'accord, donc ça veut dire que l'Islande, c'était pas ta première destination en tête, c'était vraiment plus loin et tu t'as décidé après finalement de te réorienter vers l'Europe. C'est ça exactement, j'ai voulu me rapprocher parce que je me suis rendu compte que plus loin, des fois il fallait faire un CV spécifique à la langue, donc j'ai fait un CV spécifique à la Nouvelle-Zélande, ça prenait trop de temps, je me suis dit on va se rapprocher un peu de l'Europe, aller moins loin, essayer de trouver plus d'opportunités parce que vraiment ces zones-là étaient très très demandées par la plupart des étudiants et je pense des gens qui veulent travailler en général. Oui, L'Islande c'est beaucoup plus, c'est moins demandé, je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'offres, potentiellement beaucoup plus de personnes qui rechercheraient des stagiaires ou même des gens pour travailler. Et à la base, oui, non, c'était pas du tout ma première destination, c'était vraiment de partir en Nouvelle-Zélande, etc. Et j'ai voulu voir pour les pays nordiques, je me suis dit on va aller à l'opposé de ce que je voulais. Et j'ai vu que le pays nordique, ça m'intéressait, donc j'y suis allé. D'accord. Donc ça t'a quand même permis de découvrir un pays que au final t'as apprécié. Même si c'était pas oui, ton premier totalement, choix. ouais. C'est pas un choix par dépit, quoi. Ah non, quand je suis arrivé, c'était pas du tout à ce que j'avais pensé il y a 6 mois en postulant dans les hôtels ou même dans les auberges de jeunesse. Quand je suis arrivé ici, c'était totalement différent. Les paysages, les montagnes, le froid aussi, il fait beaucoup plus froid qu'en France ou Ça, qu'en c'est sûr. Nouvelle-Zélande, etc. Ça va, il fait pas non plus trop froid, mais non, totalement. Puis en plus de ça, j'ai trouvé dans une des régions, et la région la moins peuplée, la moins visitée d'Islande, qui est la région des fjords de l'Ouest, qui est au plus au nord-ouest de l'Islande. Et là, D'accord. on a vraiment 7000 habitants dans la région. Ah ouais. Je suis dans une toute petite ville à l'échelle française, mais à l'échelle islandaise, c'est une assez grande ville quand même. D'accord. J'aimerais savoir, pour ta recherche de stage, tu as utilisé quelle plateforme en particulier ? Est-ce que tu es passé par des plateformes spécifiques ou c'est vraiment candidature spontanée Alors, dans mes souvenirs, j'avais commencé par le spontané. À la base, j'avais visé la ville de Queenstown en Nouvelle-Zélande et c'était tous les hôtels. J'avais fait des candidatures spontanées. Après, je me suis renseigné notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je m'étais inscrit sur les sites. C'est un peu le pôle emploi plus ouvert de là-bas où il y avait des offres. Et en Islande, j'ai eu également la même chose. C'était, j'ai plus le nom exact. J'ai vraiment pas le nom des plateformes, mais c'était des plateformes où tu pouvais postuler des annonces directes avec le titre du job et ce qu'il recherche. Et donc, tu as juste à mettre ton CV, ta lettre de motivation. Mais sinon, ça a été quasiment que du spontané. On dit que c'est ce qui marche le moins, mais faut oser le faire et
pouvez trouver des pépites. Cependant, il y avait aussi mon directeur, qui est le vôtre également, Oui. qui nous avait envoyé des offres de stage. Il y en avait plusieurs, ça tombait environ toutes les 2 semaines. J'avais également une autre opportunité. J'avais opté pour un plan B au cas où celui-là s'annulait ou ne se faisait pas. Et ça a été aussi une bonne aide pour ceux qui ont du mal à trouver les offres de Monsieur Shérif. Ce sont de bonnes offres. D'accord. J'aimerais savoir du coup aussi, est-ce que tu as effectué des démarches particulières pour préparer ton départ en Islande et tu t'y es pris combien de temps en avance? Ah, et aussi, on a oublié de préciser la durée du stage du coup. Ok, je vais commencer par la durée du stage. À la base, je sais pas si ça a changé pour vous, mais nous c'était 5 à 6 mois maximum. Ok, c'est Quand j'ai pareil. postulé en entreprise, je leur ai demandé du coup pour combien de temps, enfin du moins je leur ai dit de 5 à 6 mois. Il faut savoir que je vais ajouter une précision, c'est que les stages n'existent pas en Islande, c'est plus ou moins illégal. Du coup, j'ai été embauché en contrat à durée déterminée. D'accord. Et du coup, je leur ai annoncé la durée qu'on me demandait, c'était 5 à 6 mois. Et j'ai commencé début mars jusqu'à début septembre, donc 6 mois tout pile, avec ajustement. Et les démarches pour travailler en Islande et avant d'y aller, et combien de temps je m'y suis pris à l'avance, je me souviens avoir eu l'offre de stage du coup du contrat en novembre. J'ai direct commencé à me renseigner. Il faut savoir que pour travailler ici, il faut avoir un visa qu'on appelle le Kenitala. Donc c'est un visa que tu as à vie. Ça dure toute ta vie. Et c'est nécessaire pour les personnes européennes ou même de l'étranger, du reste du monde, pour rester plus de 3 mois en Islande et pouvoir travailler. En fait, ça, si vous voulez, j'ai dû le faire 30 jours avant d'arriver sur le territoire. Et une fois sur le territoire, il fallait se présenter au poste de police et confirmer son identité afin qu'il confirme le visa. Mais sinon, je n'ai pas eu d'autres... Si, du moins, j'ai dû créer un compte bancaire islandais. J'ai dû avoir une carte SIM islandaise pour recevoir des appels, des confirmations de double authentification. C'est un peu complexe, mais sinon il n'y avait pas d'autres démarches à faire. Fallait pas passer par un service d'immigration ou quoi, comme c'est dans l'espace Schengen et l'espace économique européen. D'accord. Et je voudrais savoir, donc tu as dit que le visa il était valable toute la vie, genre tu le fais une fois et après si tu veux revenir, tu n'as pas besoin de le refaire. C'est ça. Après, au bout d'un certain temps, il me semble que c'est 7 ans, tu peux obtenir la nationalité islandaise si tu es européen. Mais sinon, le visa, oui, c'est un numéro d'identification que j'ai. C'est un peu le numéro de sécurité sociale des Islandais, mais aussi des gens qui viennent. Et ça, c'est à vie, il n'y a pas d'expiration. D'accord. Et ça t'a coûté combien? Gratuit, parce qu'on est européen. Enfin, je suis européen de France, c'est-à-dire que j'ai discuté avec les Américains et eux, il fallait qu'ils déboursent une somme. Tous ceux qui font partie de l'espace économique européen et des pays nordiques, ils ont eu une manière beaucoup plus facile d'obtenir ce visa. C'est pas comme en Australie où il fallait débourser 500 €, il me semble, pour avoir un visa de travail de 6 mois. Ouais, c'est bon à savoir que ce soit gratuit. Ça a été un avantage et aussi une décision sur laquelle j'ai changé la destination, parce que le prix du visa... Parce que c'est vrai que le prix du visa, il influe beaucoup sur le choix de notre destination, parce que on est étudiant quand même, et quand tu vois que par exemple, pour faire un stage aux États-Unis, tu dois débourser près de 2000 €, tu te dis, ah ouais, quand même. Bah oui, ou alors tu usurpes, mais bon, c'est pas vraiment recommandé. Ouais. À part les démarches, du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as réussi à te loger sur place. Est-ce que est-ce que ton entreprise t'a aidé ou est-ce que tu as vraiment cherché tout seul ton logement? Alors, je vais vous expliquer. Alors, du coup, comme moi, je suis pas dans la capitale de Reykjavik, il y a beaucoup moins de logements. Pour être précis, il y a environ 3000 habitants dans la ville où je suis. Mais comme je vous ai dit, c'est une grande ville, il y a tous les services. Et en arrivant, il faut savoir qu'en Islande, on utilise énormément Facebook. C'est un peu comme aux États-Unis ou en Amérique. Il y a plein de groupes sur comment se loger, un marketplace, etc. J'avais fait une annonce au début pour trouver quelqu'un qui pouvait me loger. Les prix étaient assez élevés et que c'était un peu bancal. Et j'ai demandé du coup à mon entreprise. Et un employé de mon entreprise
m'a conseillé d'aller contacter l'université qu'il y a dans la ville ici. Il y a une université où ils ont construit l'année dernière, en septembre 2023, des résidences étudiantes. Et après plusieurs échanges, j'ai pu avoir du coup une chambre pour toute la période que j'avais demandé, donc de 6 mois. Et c'était du coup en location. Et ça a été plutôt facile de se loger en leur demandant. Mais comme le prix était assez élevé, j'ai changé au mois de juillet. J'ai trouvé une maison grâce à un ami ici. Maintenant, je vis tout seul. Comme j'étais en résidence étudiante, c'était différent. Donc en résidence étudiante, le prix était plus élevé que dans la maison que tu as rejoint par la suite? Exactement, oui. Bah, c'était des prix assez élevés. Par mois, ça faisait environ un loyer de 800 €, il me semble. Ah ouais. Et c'était petit la superficie Et ou... c'était assez grand. Il y avait, en fait, Ah, si vous voulez, c'était une sorte d'appartement, une chambre. Par contre, tout ce qui est cuisine, ça, c'était partagé. ok. Mais sinon, salle de bain et chambre, c'était privé. D'accord. Et ton logement que tu as rejoint par la suite, tu m'as dit que tu l'as trouvé grâce à un ami, c'est ça? Un ami ici, un ami français qui travaille ici, Ah qui d'accord. y vivait, j'ai déménagé là grâce à lui quand il a changé de logement. Du coup, Ok, là, c'était aucune démarche, voilà. d'accord. Bah, c'est bien, c'est super. J'aimerais savoir aussi, ben, du coup, comme tu as passé quand même 6 mois là-bas, euh, comment est-ce que tu as pu gérer ton budget? Parce que ça, je pense que c'est un petit peu le sujet qui nous fait le plus peur quand on sait qu'on doit partir 6 mois dans un pays qui n'est pas du tout le nôtre. Comment est-ce que tu as pu gérer ton budget? Est-ce que déjà ton entreprise, elle te rémunérait ou tu t'es vraiment débrouillé grâce à des bourses ou des aides particulières? Alors, comme je vous l'ai juste dit avant, comme les stages n'existent pas en Islande, ils m'ont fait un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire que oui, j'ai Mm. été rémunéré. Et pour gérer le budget sur place, bah, en arrivant, c'était un peu compliqué de s'adapter. Au début, je comparais les prix en euros, etc. Mais en soi, je trouvais pas que le coût était si élevé. Mais parce que, comme je vous le dis, il y a une rémunération. Ce genre de pays où le coût de la vie est assez élevé, et c'est le cas notamment en dehors de l'Europe, comme les États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, etc. Pour gérer son budget, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas rémunéré. Mais du coup, comme j'ai eu la chance d'être rémunéré en Islande, gérer le budget était clairement plus facile, notamment avec le logement qui coûte assez cher, Mhm. et la nourriture, etc. Et votre autre question, moi j'ai oublié, je suis désolé. Est-ce que tu avais des aides spécifiques pour t'aider? Ouais, merci. J'ai pas fait la demande parce que directement j'ai demandé à mon directeur et un peu à euh, l'administration de CY. Ils m'ont fait clairement, si vous êtes rémunéré, ne faites même pas la demande, il n'y aura aucune chance que vous touchiez une bourse. Ah, Ceci dit, j'ai d'accord. pas fait la bourse européenne, non, la bourse Île-de-France. La bourse à mobilité, c'est ça? Aide à la mobilité Aide à la internationale. mobilité internationale, ça je l'ai pas faite. Et même à un Ah, moment, parce que vous verrez quand vous ferez vos stages, mais il y a un moment où ils vous demandent un document à remplir. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais à un moment, on m'a dit vous avez pas fait de demande de bourse? Je leur ai dit bah, vous m'avez dit que ça servait à rien. Ils m'ont dit oui, clairement, ça sert à rien si tu es rémunéré. Ça dépend après combien tu es rémunéré. Comme il n'y a pas de salaire minimum en Islande, moi, c'était une rémunération que l'entreprise a faite. Mais non, j'ai pas du tout fait de demande de bourse parce qu'on m'avait fait comprendre qu'il fallait pas vraiment la faire, ça servait à rien. ah d'accord. D'accord. Et est-ce que du coup, ben, tu aurais des conseils à donner pour des étudiants comme nous qui sommes encore en train de chercher un stage? On n'a toujours pas trouvé. Bien sûr, vous en faites pas. On avait eu des demandes aussi quand on faisait le projet de tutoré de la licence, enfin, une présentation de la licence. Mais en tout cas, les conseils que j'ai à vous donner dans un premier temps, c'était de s'y prendre directement depuis le mois de septembre. Bon, là, on arrive en décembre, Ouais, mais ouais, c'est chaud quand même. faut surtout pas lâcher parce que même en décembre, il me semble que j'étais pas encore sûr d'avoir la confirmation de mon stage et que il faut continuer à envoyer malgré tout. Il y aura toujours des soit des refus, soit tout simplement des vues, hein. Mais Ouais. continuez à envoyer de manière spontanée. Ou si jamais trouver les offres qu'on vous envoie, même si elles sont pas forcément celles que vous vouliez, mais les offres qu'on vous envoie par email, je sais pas si vous en recevez autant, mais Franchement, depuis le essayez de début les de l'année, prendre on a dû malgré en tout recevoir et de deux. les mettre de côté. Et sinon,
vraiment un autre conseil sur place, profitez à fond, faites attention à votre budget également. Et je sais pas quoi vous dire, mis à part de profiter, parce que c'est une expérience assez unique. Il n'y a pas tout le monde qui part à l'étranger. Et surtout aussi, faites bien les demandes de bourse si vous pouvez le faire et que vous avez l'éligibilité. Et puis voilà. Alors, ensuite, ça c'est en aparté. Surtout, le rapport de stage, la soutenance, c'est vraiment pas compliqué. Le rapport de stage, il y avait un guide qui était fait. Suffisait de reprendre le guide. La soutenance, il n'y avait pas assez de description, mais en fait, c'est simplement un sujet qu'il faut prendre. La soutenance, c'est prenez un sujet qui vous a marqué lors de votre stage et vous le présentez. Et surtout, ce qui compte, c'est la prestation plus que le sujet. Je sais pas s'il faut mettre ça dans le podcast. Non, mais oui, t'inquiète pas. Et est-ce que du coup, on pourrait avoir le retour de ton expérience globale? Qu'est-ce que tu en as pensé dans son intégralité? Du coup, qu'est-ce que ça a pu t'apporter personnellement? Alors, dans un premier temps, et ça, parce que j'avais déjà été à l'étranger pour mon BTS tourisme, et j'avais déjà remarqué que j'avais eu un bond en maturité, parce qu'on vit seul, enfin du moins on est seul, on n'est plus en France, on n'est plus avec ses parents ou ses amis, on est vraiment seul. Et ici, en Islande, mon retour d'expérience, ça a été encore plus poussé, parce que là, j'ai pu gérer un budget, il fallait gérer un budget dans un pays où le coût de la vie est élevé. Notamment continuer à apprendre l'anglais parce que j'avais quelques lacunes et encore aujourd'hui, mais surtout améliorer mon anglais, c'était aussi l'objectif, j'ai oublié de le préciser. Ça m'a permis de rencontrer du monde, découvrir une nouvelle culture et aussi de susciter l'intérêt que j'adore cet endroit, c'est magnifique et que j'ai décidé d'y rester. Et mon expérience a été incroyable si j'ai décidé d'y rester et même de rester dans la même entreprise. Et maintenant, avoir de nouveaux objectifs dans la vie, comme apprendre l'islandais, continuer la photographie, etc. Et sinon, voilà, une expérience incroyable. D'accord. T'as pu faire des nouvelles rencontres? Oui, j'ai pu rencontrer plein de monde, des Français, des gens de l'étranger, des Islandais, les gens qui vivent ici, des étudiants, et puis voilà. Et j'aimerais savoir, du coup, est-ce que tu as pu faire une différence entre la population islandaise et française, dans leur manière d'être quand tu viens de l'étranger? C'est une question qui vous sera posée dans votre rapport de stage. Il y a beaucoup de différences, elles sont assez longues, mais c'est un peuple qui est très différent. Dans un premier temps, on connaît très peu d'Islandais, étant donné que la taille de la population elle est équivalente à la ville de Bordeaux. C'est comme si vous deviez connaître tous les Bordelais à l'échelle de la Terre. Mais oui, c'est une culture nordique. Ils sont très fiers de leur pays parce qu'il est assez récent, notamment il a eu 80 ans cette année. Mais sinon, il y a beaucoup de différences que je pourrais vous dire, mais c'est un pays où on ne vit pas de la même manière, mais ils sont beaucoup plus rapprochés du côté européen qu'américain, parce que mine de rien, ils ont été assez été prisés par les États-Unis durant la guerre froide, etc. Mais il y a ce côté européen. Mais sinon, il y a trop de différences, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est que t'as pu t'adapter, que t'aimes bien où est-ce que tu te sens bien. Et c'est le plus important. Au niveau de la sécurité, est-ce que tu trouves que c'est un pays qui est un petit peu plus safe si tu veux partir seul, faire un stage à l'étranger? Genre, il n'y a vraiment pas de risque ou quoi? C'est le pays estimé en Europe, en tout cas, comme le pays le plus sûr du monde. Il y a même pas un meurtre par an. Les policiers ne sont même pas armés sur eux. Si vous devez partir seul et spécifiquement si vous êtes une fille, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les sujets du tourisme, où les femmes partent seules et essayent de partir seules. L'Islande est un très bon pays pour ça. C'est un pays où pratiquement rien peut vous arriver, mais il faut pas avoir peur de partir seul en Islande. Peu importe qui vous êtes, il y a toujours des gens qui seront là pour vous accueillir, vous aider. Comme je vous ai dit, il y a des communautés très solidaires, notamment sur les groupes Facebook, ou tout simplement les relations diplomatiques entre les pays. Recevoir des informations, c'est très facile sur place. Et l'Islande est un très bon pays pour ça. D'accord. C'est très bon à savoir.
dernière question. Est-ce que tu as pu découvrir des lieux insolites en Islande, vraiment, qui t'ont marqué par son paysage, je sais pas. Alors, j'ai passé du coup quasiment tout mon temps dans la région des Fjords de l'Ouest, mais j'ai fait 2 fois le tour de l'Islande en road trip avec un ami et avec ma famille. Il y a beaucoup d'endroits en Islande avec des lieux insolites, notamment dans les régions les plus touristiques comme le sud et l'est. Mais il y a tellement de lieux insolites. Ouais. Mais s'il fallait que j'en cherche un, ça serait soit les cascades ici, ou alors j'ai fait des randonnées avec des amis et mes patrons autour de chez moi, juste autour d'une montagne, puisque j'habite dans une ville qui est entre deux montagnes dans un fjord. Et c'est la vue de sa ville, de voir que c'est là où j'ai passé 6 mois, mes 6 premiers mois en Islande. Ça a été, je pense, quelque chose qui m'a le plus marqué. Mais sinon, des lieux insolites en Islande, vous en avez partout. Hein. Vous sortez de la capitale, vous allez n'importe où, c'est insolite. D'accord. Bon, bah, merci Clément d'être venu, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions et pour participer à ce podcast. C'était très enrichissant. On a pu en apprendre beaucoup sur ton expérience. Et on espère que grâce à ce podcast, les gens ils seront un petit peu moins effrayés, ils vont un petit peu moins appréhender le fait de partir en stage à l'étranger. J'espère qu'on a pu un petit peu répondre à leurs questions également. Voilà. Écoutez, c'était avec plaisir en tout cas d'avoir accepté votre invitation pour ce podcast. En tout cas, j'espère que j'ai pu apporter des ondes positives et surtout rassurer ceux qui vont écouter ce podcast. J'ai adoré l'expérience que j'ai eue en général pour tous les stages que j'ai fait et celle-là a été la plus marquante, mais j'espère aussi pour vous que ça va super bien se passer et que vous allez trouver un stage qui va vous convenir. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Hein. On est toujours là, les anciens étudiants, et on sera toujours là pour vous aider au cas où vous avez des problèmes. Merci beaucoup. Merci Clément. Donc, mais de rien. C'était Mazarine pour Student Talk. Et on se retrouvera très bientôt pour un prochain épisode.